On a tous déjà eu ce sentiment, non? Une idée géniale, une motivation soudaine, et on se dit « ça c'est moi ». Mais et si c'était plus complexe que ça? Aujourd'hui, on va plonger dans cette idée un peu vertigineuse que nos efforts, nos aspirations ne viennent peut-être pas vraiment de nous. On va s'inspirer d'un dialogue avec la mer qui vient complètement bousculer notre vision de l'individu. Tout part de cette interrogation. Une question très personnelle, presque déstabilisante. Quand on sent cette force qui nous pousse à avancer et à créer et à devenir meilleur, est-ce que c'est vraiment soi qui est à l'origine de tout ça? C'est le point de départ de toute notre exploration. Et voilà le cœur du conflit, posé noir sur blanc. D'un côté, on a le réflexe de l'ego. C'est mon aspiration, c'est mon effort. On s'approprie le truc. Et de l'autre, une perspective qui change tout. On ne serait pas la source, mais juste le canal. L'aspiration ne viendrait pas de nous, elle passerait à travers nous. C'est une sacrée différence. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant, la réaction psychologique à cette idée. La mère observe que si on enlève à quelqu'un le mérite personnel de son effort, eh bien, tout s'écroule. Plus aucun intérêt, plus de motivation. Mais pourquoi ? Tout simplement parce que l'ego, privé de sa petite récompense, de sa satisfaction, il arrête de jouer, il boude. Alors regardons d'un peu plus près cette fameuse résistance de l'ego. Il est décrit comme étant par nature orgueilleux. Ce qu'il veut, c'est la satisfaction d'être la cause, la source. Si on lui enlève ça, c'est simple, il refuse de collaborer, il se met en grève. Et c'est ce blocage-là qui peut nous coincer dans les mêmes schémas pendant des années, même quand on sent qu'un grand changement est juste là, à portée de main. C'est une force d'inertie hyper puissante. Et là, on tombe sur un paradoxe qui est juste incroyable. L'ego a un tel besoin de posséder quelque chose, n'importe quoi, que si on lui dit que ses qualités viennent en fait d'une force plus grande, il va s'accrocher à ses défauts comme à une bouée de sauvetage. Il préfère se dire « Ah oui, les choses horribles, ça, c'est bien moi », plutôt que de lâcher son petit sentiment d'identité séparée. Ça montre bien la puissance du truc. Du coup, la question qui vient juste après est logique. Si tout ça, le bon comme le mauvais, ne vient pas de moi, alors d'où ça vient ? Et ça nous ouvre à une vision complètement différente de ce que ça veut dire être un individu. Pour nous aider à visualiser cette nouvelle perspective, la source nous offre une métaphore vraiment parlante. Il faut oublier l'idée d'être une sorte de sorteresse privée avec un propriétaire bien défini. Il faut plutôt s'imaginer comme une place publique, un grand carrefour où une multitude de forces se croisent, entrent, sortent en permanence. Et qu'est-ce qui traverse cette place publique? Eh bien, c'est tout ça, des forces universelles comme l'inconscience collective, les désirs, les impulsions. Elles nous traversent et nous animent. En fait, la source suggère qu'on est un peu comme des marionnettes, persuadées de bouger toutes seules, alors qu'en réalité, les fils sont tirés par ces grands courants qui nous dépassent. Ok, mais attendez, si on est tous des places publiques traversées par les mêmes forces, comment ça se fait qu'on soit tous uniques? La réponse, c'est la combinaison. C'est un peu comme un kaléidoscope. Avec les mêmes petits bouts de verre, on peut créer une infinité de motifs absolument uniques. Chaque personne est une combinaison unique, jamais reproduite de toutes ses forces. C'est comme ça que l'unique se déploie dans l'innombrable. Bon d'accord, mais alors si cet ego n'est qu'une illusion, une construction temporaire, à quoi il sert au juste? Est-ce qu'il a quand même une fonction utile dans ce grand plan? La réponse est oui, et elle est même super importante. En fait, l'ego n'est pas un ennemi à détruire, c'est plutôt un outil temporaire. Sa mission, c'est de construire une personnalité cohérente, un individu bien distinct. C'est un peu comme un échafaudage autour d'un bâtiment en construction. Une fois que l'individu est solide, qu'il est prêt, l'ego a fini son boulot. L'échafaudage peut être retiré et la vraie structure apparaît. Et dans la même logique, les difficultés, les forces adverses, elles ont aussi un rôle à jouer. Elles sont là pour nous secouer un peu, pour nous empêcher de nous endormir. Elles nous forcent à être radicalement sincères avec nous-mêmes, parce que c'est seulement dans cette sincérité totale qu'on peut espérer les maîtriser un jour. Ce qui nous amène à la grande question, finalement. Est-ce qu'il y a une sortie? Est-ce qu'on est condamné à être le jouet de toutes ces forces, de ces conflits intérieurs? Ou est-ce qu'il y a un moyen de s'élever au-dessus de tout ça? Apparemment, la clé se trouve dans ce concept, le déterminisme. L'idée de base est simple, chaque effet a une cause. Mais là où ça devient passionnant, c'est que la source ne parle pas d'une seule loi de cause à effet, mais de plusieurs champs de lois qui se superposent, un peu comme des calques. Et c'est en comprenant ces différentes couches qu'on trouve la porte de sortie. Alors tout en bas de l'échelle, on a le déterminisme physique. C'est le monde matériel avec ses lois qui nous semblent immuables. On lâche une pierre, elle tombe. C'est la couche la plus évidente, le socle sur lequel tout le reste est construit. Mais juste au-dessus, une autre couche vient tout changer, le déterminisme vital. C'est le monde des désirs, des impulsions, de la vie qui veut vivre. La faim, par exemple, peut nous pousser à agir contre la loi de l'inertie. Cette force de vie peut déjà tordre les lois purement physiques. Et ça nous donne un premier petit espace de liberté. Et puis,
Tout en haut de la pyramide, il y a la couche qui peut absolument tout transformer, le déterminisme suprême. C'est un plan de conscience supérieure qui, d'après la source, a le pouvoir de réécrire les règles de tous les niveaux en dessous. C'est comme si un programmeur pouvait modifier le code source du jeu en direct. C'est ça la vraie clé de la transformation. La question c'est, comment on fait pour se brancher sur cette force suprême? Les pistes proposées ici, l'aspiration, la volonté, le don de soi, elles ont toutes un point commun. Il faut aller au-delà de l'ego. Il s'agit de s'ouvrir, de souffrir, d'accepter de se soumettre à quelque chose de bien plus grand que soi. C'est cet acte de lâcher prise qui établit la connexion. Et c'est là que tout ça devient très concret, presque tangible. Quand cette force supérieure intervient, elle réorganise les choses d'une manière qui nous semble complètement impossible, qui défie nos lois habituelles. Pour quelqu'un qui regarde de l'extérieur, ça ressemble à un miracle, tout simplement parce que la cause n'est pas visible à notre échelle. Au final, la conclusion de tout ce cheminement est d'une simplicité presque poétique. Tout le secret, pour échapper aux lois qui nous enferment et permettre à cette force supérieure d'agir, c'est de savoir comment grimper. C'est tout. Atteindre ce point de conscience le plus élevé. Et on va se quitter là-dessus avec cette question, qui est en fait une invitation. Si le seul secret, c'est de grimper, alors qu'est-ce que ça veut dire cet acte pour chacun dans sa propre vie? C'est peut-être exactement là que le véritable voyage intérieur commence.